Au Zimbabwe, plusieurs dizaines de médecins ont été suspendus par les autorités pour leur participation à une grève qui paralyse depuis 2 mois les hôpitaux publics du pays. On en parle dans cette édition. En Algérie, le principal syndicat de magistrats a appelé à une suspension de la grève inédite qui paralyse la quasi-totalité des tribunaux du pays. Cet appel intervient après un accord avec le gouvernement. Et puis l'ONU a annoncé avoir débloqué 8 millions de dollars, un fonds qui permettra de venir en aide à plus de 40 000 réfugiés qui ont fui les violences au Nigeria pour s'installer sur le territoire du Niger voisin. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, plusieurs dizaines de médecins ont été suspendus par les autorités pour leur participation à une grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis 2 mois. L'annonce a été faite par la ministre zimbabwéenne de l'Information. Voici les détails. Plusieurs dizaines de médecins du Zimbabwe ont été suspendus par les autorités pour leur participation à une grève qui paralyse depuis 2 mois les hôpitaux publics du pays. Les praticiens du secteur public ont cessé le travail depuis le début du mois d'octobre pour exiger du gouvernement une revalorisation de leur salaire dont la valeur a fondu à cause de l'hyperinflation et de la dévaluation de la devise locale. Les grévistes affirment que leur salaire a perdu 15 fois sa valeur en l'espace d'1 an et ne dépasse plus l'équivalent d'une centaine d'euros par mois. Les médecins ont rejeté toutes les hausses de salaire proposées par le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa qui a obtenu de la justice qu'elle déclare leur grève illégale et leur ordonne de reprendre le travail. Face à leur refus, les autorités ont engagé des procédures disciplinaires contre les récalcitrants. Les audiences disciplinaires ont débuté le 1er novembre. Sur les 80 médecins poursuivis, 77 ont été reconnus coupables et révoqués. Le gouvernement zimbabwéen dit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un retour au plus vite à la normale. Les fonctionnaires du pays qui exigent eux aussi une revalorisation de leur salaire ont à leur tour appelé à manifester dans les rues de la capitale, Harare. En Algérie, le principal syndicat de magistrats a appelé à une suspension de la grève inédite qui paralyse la quasi-totalité des tribunaux du pays depuis le 27 octobre dernier. Cet appel est intervenu après un accord avec le gouvernement. Dans un communiqué qu'il a rendu public mardi, le syndicat national des magistrats, initiateur de la grève pour protester contre un vaste mouvement de mutation visant 3000 magistrats, a appelé les grévistes à la reprise de l'activité judiciaire à compter de ce mercredi. Cité par l'agence de presse officielle APS, le président du syndicat, Issad Mabrouk, explique que la suspension de la grève a été décidée après une médiation et à la lumière des circonstances que traverse le pays. L'Algérie est depuis le 22 février dernier en proie à un mouvement de contestation inédit du régime, un contexte dans lequel une présidentielle contestée par la rue est prévue le 12 décembre. Présidant notamment les commissions électorales locales, les magistrats jouent un rôle clé dans ce processus électoral. Selon le syndicat national des magistrats, l'accord prévoit que les magistrats contestant leur mutation rejoignent leur nouveau poste et déposent un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature qui les examinera fin novembre. L'accord mettant fin à la grève prévoit également la mise sur pied d'un atelier visant à l'enrichissement des tests relatifs à l'indépendance de la justice, autre revendication des magistrats. La grève inédite suspendue paralysait la quasi-totalité des tribunaux du pays depuis le 27 octobre dernier. Le procès d'un ancien haut fonctionnaire rwandais accusé d'avoir pris part au génocide dans son pays en 1994 s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Bruxelles. Un procès en présence de proches de victimes qui attendent depuis 25 ans d'obtenir justice. Les images. Vêtu d'un imperméable clair, Fabien Néressé, soit 11 ans, est arrivé au palais de justice en début d'après-midi, marchant difficilement en s'appuyant sur une béquille. Interpellé en France en 2011, il comparaît libre à ce procès où il encourt la prison à vie. Il est accusé de 13 meurtres et de 3 tentatives de meurtre au Rwanda d'avril à juillet 1994.
Des faits qu'il nie. Je me sens bien. Je suis prêt. Oui, je suis innocent. Et pourquoi? Parce que je le suis. Chose inédite en Belgique, Fabien Néressé doit répondre de crimes de génocide, une qualification non retenue lors des 4 procès de génocidaires rwandais qui se sont tenus à Bruxelles en 2001, 2005, 2007 et 2009. Des peines allant de 10 à 30 ans de prison avaient alors été prononcées. La question aujourd'hui est de savoir si ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, et c'est d'ailleurs aussi une partie de ce qu'on lui reproche, est suffisant pour pouvoir établir un crime de génocide qui est pour la première fois en Belgique poursuivi. Ça n'a jamais été le cas auparavant. Dans ce 5e procès en Belgique lié au génocide rwandais, une victime civile belge est recensée dont la sœur s'est portée partie civile en 2001. Il faut qu'il y ait encore toujours justice, qu'on rende hommage à ceux qui sont morts, que ceux qui ont conçu, qui ont organisé, qui ont exécuté ce génocide soient punis. Et si ce n'est pas ici, c'est où? Le génocide au Rwanda a coûté la vie entre avril et juillet 1994 à au moins 800 000 personnes selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, mais aussi parmi les Hutus modérés. Parlons toujours du Rwanda. Le président Paul Kagame a procédé à un remaniement de son gouvernement. Le chef de l'État rwandais a également effectué des changements au sein de l'armée. Des précisions à travers cet élément. Le président rwandais Paul Kagame a procédé ce lundi à un important remaniement de son gouvernement avec la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères et de la hiérarchie militaire aux différents niveaux des forces de défense et de sécurité. Promu général 4 étoiles, le général de division Jean Bosco Kazura a été nommé chef d'état-major de l'armée rwandaise. Il succède ainsi au général Patrick Nyamfumfumba, nommé ministre de la Sécurité intérieure. Avant cette nomination, le ministère de la Sécurité intérieure relevait du ministère de la Justice. Un ancien ministre de l'Environnement, Vincent Biruta, a lui été désigné au poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il remplace le docteur Richard Sezibera, un médecin militaire à la retraite et ancien général de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Avec 14 femmes ministres dans une équipe de 27 membres, le nouveau gouvernement rwandais compte désormais 52% de femmes. 10 civils ont été tués mardi soir dans une attaque attribuée à la milice d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées ADF. C'était à 60 km au nord de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette attaque a été enregistrée malgré des opérations de renforcement de sécurité en cours dans la région. Les ADF ont fait incursion vers 20h dans la localité de Kokola. Ils ont tué 10 civils, certains par armes blanches et d'autres par armes à feu, a déclaré Donat Kibwana, administrateur du territoire de Beni. L'armée régulière avait annoncé la semaine dernière des opérations d'envergure dans la région de Beni, théâtre de massacres de civils depuis 5 ans et d'une épidémie d'Ebola, déclarée le 1er août 2018. Les ADF sont coincés par le feu de l'armée congolaise. C'est ainsi qu'ils cherchent à semer la terreur au sein de la population, a déclaré un porte-parole de l'armée dans la région, le major Marc Azuke. Nous continuons notre travail. Cependant, nous déplorons ce qui est arrivé à nos compatriotes à Kokola, a-t-il ajouté, en refusant de se prononcer sur le bilan humain de l'attaque des miliciens. 2 responsables de la société civile ont regretté que les opérations militaires se concentrent autour de la ville de Beni, qui attribue aussi une base à la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, alors que les agglomérations du territoire sont beaucoup plus visées par les ADF. Nous saluons le lancement des opérations militaires, mais nous demandons que cela se fasse sur 3 axes, centre, sud et nord, ont-ils ajouté.
Historiquement, des rebelles ougandais qui luttent contre le président Yoweri Museveni, les ADF se sont repliés dans l'ex de la RDC dans les années 90. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel étaient en réunion mardi. Cette 6e session du Conseil des ministres s'est tenue dans un contexte de recrudescence des attaques contre les forces armées burkinabées et maliennes. Voici les détails. La 6e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel se tient au moment où les États membres du G5 Sahel restent toujours confrontés à de nouveaux défis sécuritaires liés notamment à l'activité de groupes armés terroristes, à la criminalité transnationale organisée et au trafic de tout genre. Cette session a offert l'opportunité d'examiner l'état d'avancement des différents domaines de développement et de sécurité couverts par le G5 Sahel et de formuler les orientations nécessaires pour une meilleure appropriation des différents dossiers. Dans les semaines à venir, un redéploiement des bataillons sur les différents fuseaux va s'effectuer afin de rendre plus performante la force conjointe. Mais en attendant, les pays membres comptent multiplier les rencontres pour la recherche de nouveaux partenaires, les pays du G5 Sahel souhaitant traiter directement avec le monde arabe sans intermédiaire. La Chine monte en puissance. Les Turcs sont présents avec une contribution de 5 millions de dollars en équipement. Un sommet est prévu en Arabie Saoudite pour approfondir le contact avec le monde arabe, selon Maman Sambo Silikou, secrétaire permanent du G5 Sahel. Quant à la participation de la Russie, les discussions sont toujours en cours. Sur le plan militaire, le nouveau commandant a proposé une mise en commun des forces aériennes de tous les pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Un redéploiement du bataillon tchadien est à l'étude. Ce bataillon viendra renforcer le fuseau centre, c'est-à-dire la zone des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina. Le Conseil a déjà accepté cette proposition. Il ne reste que sa validation par les chefs d'État. L'ONU a annoncé ce mercredi avoir débloqué 8 millions de dollars pour venir en aide à plus de 40 000 réfugiés ayant fui les violences au Nigeria pour s'installer au Niger voisin. Ces réfugiés sont issus des États de Sokoto, Katsina et Zamfara au Nigeria, qui sont des théâtres des actions de bandes armées dont le groupe djihadiste Boko Haram. L'argent alloué par le Fonds central de réponse aux urgences du système des Nations Unies, soit au total 8 millions de dollars, doit assurer aux 41 000 réfugiés installés dans la région de Maradi, au centre-sud du Niger, une assistance d'urgence en sécurité alimentaire, en nutrition, en eau, en hygiène, assainissement et en abri. Les réfugiés nigérians se sont installés depuis mai 2019 à Maradi, occasionnant d'importants besoins, y compris pour les populations locales. Ces réfugiés sont issus des États de Sokoto, Katsina et Zamfara au Nigeria, qui sont des théâtres des actions de bandes armées dont le groupe djihadiste Boko Haram. Dès 2018, Niamey avait renforcé la surveillance de frontières avec le Nigeria pour faire face aux violences qui affectent également la région de Maradi. Selon le ministère nigérien de l'Intérieur, des bandits armés procèdent régulièrement à des enlèvements, contre rançon, attaquent des commerçants et faisant des razzias de bétail qu'ils conduisent au Nigeria. D'après des statistiques de l'ONU, le Niger abrite 450 000 réfugiés, des Nigérians, des Maliens et des Burkinabés, et des déplacés internes chassés par les violences djihadistes ou des bandes armées. L'organisation s'inquiète du manque de fonds pour couvrir tous les besoins. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.